Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Richard Etienne et Séverine Méridan pour l'actualité sportive du département. Ce sera après la coupure de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023 et n'oubliez pas qu'à compter d'aujourd'hui, le préavis de grève à EDF Archipel Guadeloupe est reconduit pour une période de 20 jours et des coupures d'électricité sont donc à prévoir sur toute la période. Notez aussi que l'État, la région, le département et la CCI créent un groupement d'intérêt public autour des sargasses. L'organisme collectera ainsi des subventions pour mener à bien des actions de collecte ou de prévention qui coûtent très cher aux communes. Le reportage. Ça vient mettre de façon très pragmatique en place un échelon qui est essentiel, qui va être la stratégie de lutte contre les sargasses, ce que le ministre Carinco appelle le service public de lutte contre les sargasses. C'est un GIP, ça nous permet de regrouper dans un seul ensemble la région, le département, la CCI, l'État, pour définir les grandes lignes d'action et d'intervention que nous souhaitons faire. Ça, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est qu'un GIP, ça permet d'y injecter des crédits, des subventions. Et ensuite, ce sera ce GIP qui décidera de les affecter. Le deuxième étage de notre travail, il est la création d'un syndicat qui va prendre la place des communes. Aujourd'hui, ce sont les communes qui sont responsables. On voit bien qu'il y a des limites importantes. J'ai cité Capesterre de Marie-Galante, qui pour moi est un bon exemple parce que c'est une petite commune qui reçoit 40% des sargasses qui viennent s'échouer sur les plages. On voit bien qu'elle ne peut plus en termes techniques, en termes de moyens. Et on a besoin de travailler avec elle et d'aider toutes ces communes. Et le syndicat va le faire. La ligne stratégique et l'argent, ça sera le GIP. Et ensuite, il donnera mission au syndicat d'agir. Les signatures de ce matin, c'est quelque chose de très fort pour l'avenir de la Guadeloupe et notamment tout ce qui nous attend parce qu'on sait que ce sera une année particulière, une année difficile. Donc ensemble affrontons ce moment-là. N'empêche que nous avons déjà commencé dès cette semaine à travailler sur Désiré des terres de bas. J'espère que l'opérationnel arrivera assez rapidement pour que les quatre parties, l'État, la région, la CCI et nous-mêmes soient le plus vite disponibles pour que les Guadeloupéens, pour que l'économie, pour que la dimension, je dirais aussi, de vie des Guadeloupéens s'améliore par rapport aux sargasses. Le sargasse, c'est un problème pour les entreprises, mais au-delà pour tous les Guadeloupéens, parce que c'est un problème pour nos salariés et c'est un problème pour nos consommateurs. Et au final, si on ne traite pas ce problème, on l'a vu, on est obligé de quitter là où on habite, ça abîme tous les équipements et ça crée des désastres financiers là où les sargasses s'échouent. Et c'est normal que l'État soit celui qui contribue le plus, parce que finalement, vous l'avez compris, nous ne sommes que là où les sargasses dérivent, mais nous ne sommes pas à l'origine des gaz sargasses, et je ne vois pas comment les Guadeloupéens pourraient être ceux qui font l'effort pour finalement essayer de tenter soit de les dévier, soit de les ramasser. Donc l'État est là et c'est une très bonne chose. La CCI va être là en termes techniques, nous finançons aussi cette opération, mais bien sûr, on va appuyer l'État en termes techniques par rapport aux entreprises. On se rend compte aujourd'hui que la gestion, la collecte des algues sargasses, mais également l'épandage ou la valorisation est laissée aux communes. Et aujourd'hui, nous avons des communes qui ne peuvent pas répondre parce qu'aujourd'hui, pour une année de gestion de sargasses, nous sommes autour de 6 à 8 millions d'euros en termes de collecte, en termes d'indemnisation au niveau de l'économie, en termes de ne serait-ce que la réparation des capteurs au niveau de Guader. Donc il faut fédérer tout ça et il nous a semblé qu'un syndicat mixte ouvert à qui on donnerait les moyens pour pouvoir développer, déployer, je dirais, de grands outils comme les barrages, comme la collecte amphibie en proche côtier pour éviter les échouements. Mobiliser la ressource, il faut travailler aujourd'hui sur ce syndicat mixte ouvert et c'est le deuxième volet. Et d'ailleurs, l'État accélère les procédures de régularisation des habitations et commerces construits sur les littoraux de l'archipel. Et pour ce faire, l'agence des 50 pages géométriques entame une campagne de communication et lance une application qui vise à faciliter vos démarches. Vous avez ainsi jusqu'au 31 décembre 2023
pour faire le nécessaire. Regardez. L'agence prend l'initiative cette année d'être un peu plus agressive en termes de communication pour que les Guadeloupéens comprennent bien que nous avons attaqué une période extrêmement importante pour ceux et celles qui ont des biens sur les 50 pas géométriques, donc le terrain urbanisé, c'est important de le dire, urbanisé, puisque l'agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe n'a compétence que sur la bande qui est dans le secteur urbain. Le reste, c'est Conservatoire du littoral, c'est ONF, c'est d'autres partenaires, d'autres opérateurs. Donc nous, on va donc intervenir en conseil au service de l'État, au préfet typiquement, sur cette bande-là dans les zones urbaines. L'agence, effectivement, pour l'année 2023, va mettre en place un certain nombre d'actions. Mais l'action la plus importante des Guadeloupéens qui sont situés sur la bande des 50 pas géométriques urbanisées et qui n'ont pas encore déposé de dossier. Comme cela a été dit, je le répète encore parce que c'est important. La loi a été modifiée récemment par la législation de 2021 et les Guadeloupéens ont jusqu'au 31 décembre 2023, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour déposer un dossier de demande d'achat de la bande des 50 pas géométriques sur laquelle ils ont construit une maison. Pour que je sois bien clair, quand vous avez construit une maison, que ce soit effectivement une maison d'habitation ou un local professionnel et que vous n'avez pas de titre parce que vous l'avez construit effectivement sans autorisation de l'État, vous pouvez être régularisé, mais pour ça, il faut que vous déposiez un dossier auprès de l'agence. Et ce dossier, il faut absolument que vous le déposiez avant le 31 décembre 2023. Alors, nous allons effectivement, comme je vous ai fait, des campagnes de communication habituelles sur l'audiovisuel, la presse écrite et autres. Mais là, nous avons décidé effectivement d'aller plus loin et nous avons créé une application dédiée, une application numérique qui s'appelle 50 pas Connect. 50 pas et Connect, K-O-2-N-E-C-T, 50 pas Connect, qui est accessible sur le Play Store de Google. Et à partir de là, vous pouvez avoir des informations sur ce qui se passe sur les 50 pas géométriques, mais surtout, vous pourrez effectivement faire vos demandes de régularisation directement depuis l'application. Donc, depuis votre mobile ou depuis votre tablette, vous pourrez effectivement faire la sollicitation de votre dossier et remplir votre dossier. Et après 2 années de crise Covid, l'aéroport Paul Caraïbes décolle à nouveau et dresse un bilan positif. L'entreprise aéroportuaire se félicite des 2 millions de passagers sur l'année 2022 et vise les 2,5 millions pour 2023. Une ambition en droite ligne du projet CAP 2028, un ensemble de travaux à réaliser pour être en capacité d'accueillir 3 millions de voyageurs par an. On fait le point avec Alain Bièvre, président de la SAGPC. 2022 est une année extraordinaire après 2 années de crise, parce que c'est la première année où le trafic repart à la hausse. On est arrivé à presque 85% du trafic de 2019. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Après 2 années où rien ne se passait à Paul Caraïbes, on avait un trafic divisé par 2. Donc ça, pour nous, 2022, c'est un vrai tournant après 2 années de crise. Et ce tournant-là nous permet de nouveau de nous orienter vers l'avenir, de travailler donc sur des plans stratégiques. Et notamment notre nouveau plan stratégique qui a été adopté en septembre par les actionnaires et qui s'appelle CAP 2028 et qui est une vraie vision aujourd'hui qu'on souhaite partager donc avec tous les politiques, avec tous les Guadeloupéens, une vision donc pour l'aéroport, mais aussi pour la Guadeloupe. L'ambition de CAP 2028, c'est effectivement qu'on prépare les installations à pouvoir recevoir à terme 3 millions de passagers en capacité, puisqu'on a atteint le seuil capacitif de 2,5 millions en 2019. Et donc ce seuil capacitif, de nouveau, en 2024, on y sera. Et si on veut que l'aéroport ne soit pas un frein au développement économique, mais l'accompagne, il faut effectivement qu'on donne plus de capacité à Paul Caraïbes, d'autant plus que d'autres aéroports se sont engagés dans des investissements de cette nature, notamment Fort-de-France, qui va avoir 500 000 passagers de capacité supplémentaire fin 2023. Vous avez aussi la Réunion, qui a engagé un beau projet, Saint-Martin, qui va entièrement se reconstruire, et la Dominique, qui est un projet d'aéroport international. Donc il faut que la Guadeloupe aussi, une fois que ce seuil de 2,5 millions sera atteint, il faut qu'on pousse les murs, il faut qu'on soit capable d'accueillir de nouvelles compagnies, parce que si on ne peut pas, elles iront ailleurs. Et c'est important justement de pouvoir donner cette capacité, parce qu'effectivement le tourisme est très porteur de développement économique et d'emploi. Il ne faut pas que l'aéroport prive la Guadeloupe de ce développement-là. Et on part maintenant pour l'inauguration de la zone artisanale et commerciale de fromager à Capesterre-Belle-Eau. Nous avons promis il y a quelques années, quand nous sommes arrivés à la région, Jean-Philippe conseiller régional, de pouvoir répondre à une attente des commerçants de Capesterre-du-Bourg quand il y a eu cette déviation. Il y a eu des promesses, rien n'avait été réalisé. Les 9 hectares étaient là, donc nous avons décidé effectivement de poursuivre ce projet pour permettre effectivement à Capesterre d'avoir une zone artisanale au niveau de cette deux voies qui est très passante, permettre aux artisans de s'installer sans pour autant
délaisser le bourg de Capesterre. Donc, c'est développer un peu l'économie de Capesterre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons tenu avec la municipalité, nos partenaires, venir ici pour pouvoir signer les conventions, la mise à disposition des terrains, de l'eau. Et j'espère que cette zone vivra comme nous l'avions fait à Dalciat, Bémao, à Richeval, à Colin et aussi à Calbassi, à Capesterre. Donc c'est ça pour nous, créer de la richesse et de l'emploi et permettre à nos jeunes Guadeloupéens, surtout, aujourd'hui Mme Panchard l'a dit, M. Camille Pelage aussi, permettre à nos jeunes de pouvoir créer leur entreprise. Et il y a des aides qui existent, notamment l'ARDA, l'ARIS, des garanties pour permettre à ces entreprises de pouvoir se développer rapidement. Je suis très heureux pour les Capestériens et les Capestériennes, pour le sud de la Basse-Terre, parce que ça manquait pour permettre aux jeunes, aux Guadeloupéens, de faire valoir le savoir-faire de cette zone. Nous sommes une cinquantaine qui va nous installer sur ce terrain avec un centre commercial d'activité économique. Pour moi, c'est une réussite que la région nous a mis à notre disposition. Là, il suffit maintenant de construire et de montrer ce qu'on doit faire et pour que notre savoir-faire soit réalisé pour permettre aux Capestériens d'avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est l'un des premiers dossiers que je lui avais emmené en ma qualité de conseiller régional. Aujourd'hui, c'est chose faite, offrir à Capesterre-Belle-Eau cette zone d'activité, des emplois, dynamisme, faire en sorte que nous puissions trouver cette attractivité, mais aussi offrir au sud Basse-Terre ce rééquilibrage du territoire. C'était une promesse du président de région. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il va falloir maintenant, avec les commerçants, que nous puissions finaliser les différentes constructions. Donc, il va y avoir forcément du commerce de proximité, il va y avoir de la restauration. Nous allons mettre du bricolage. Il va y avoir un cinéma avec Cinestar qui va aussi s'installer ici. Et en gros, permettre à l'ensemble de nos artisans et commerçants d'avoir cet outil pour pouvoir mettre en valeur leur production, leur savoir-faire. Et en cela, on ne cessera jamais de remercier le président Chalus, puisque c'est un vieux dossier qui traînait, mais il aura fallu le reprendre de A à Z et surtout créer les conditions pour que ce matin, nous puissions faire cette inauguration. Merci, Président. Et sur cette zone, nous avons effectivement aussi installé 4 familles pour un petit jardin partagé qui ont signé une convention ce matin. Il semblerait que les jardins sont magnifiques. On ira rapidement jeter un coup d'œil sur les jardins. Et on se rend maintenant sur une exploitation agricole des Hauts de Cambrefort à Capesterre-Belle-Eau pour le job dating du groupement d'employeurs des travailleurs saisonniers agricoles et du Pôle emploi. L'occasion pour les professionnels de redorer l'image du secteur de la banane qui peine à recruter. Le reste en images. Ben, nous sommes là ce matin, c'est pour vraiment sensibiliser et faire la journée de la banane. Montrer à toutes les personnes qui ont envie de s'intégrer, d'entrer dans la filière banane, qu'est-ce que la banane, de A à Z. Donc là, ils vont venir sur le terrain. Ils vont voir comment ça va se passer pour être en formation après et être embauché par TSA après. Cette filière, effectivement, manque de la main-d'œuvre. Longtemps, nos grands-parents ont toujours eu des préjugés sur cette profession. Comme, effectivement, la main-d'œuvre est difficile chez nous, nous avons pensé qu'il était nécessaire, et notamment le TSA, qui est un groupement de travailleurs saisonniers agricoles, nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre en place cette découverte pour que nos jeunes Guadeloupéens puissent venir et voir ce que nous faisons dans cette filière. Aujourd'hui, Pôle emploi est sur la matinée de découverte des métiers de la banane, parce que sur Capesterre notamment, les métiers d'ouvriers agricoles sont des métiers en tension. Il y a énormément de potentiel d'embauche, de besoins chez les exploitants agricoles et très peu de personnes qui sont prêtes à venir travailler dans ces métiers-là. L'objectif, c'est de redorer le blason des métiers de la banane qui ont beaucoup évolué ces dernières années et de donner des opportunités d'emploi à nos demandeurs d'emploi. Le déploiement du plan Action Jeunesse, qui est un dispositif qui se veut en proximité des jeunes. Nous allons partout où les jeunes sont. Donc, que ce soit ceux qui réussissent, ceux qui sont, qu'on va partout, on va vers eux. Et nous accordons donc une écoute, un accueil et un suivi à ces jeunes. Et ce dispositif est chargé de pouvoir accompagner le jeune s'il a un projet, s'il a des questions concernant sa formation, concernant sa mobilité, etc. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'ensemble des manifestations qui se font sur le territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Capesterre, nous sommes heureux d'être là, dans l'agriculture, et je m'entretenais avec les responsables des exploitations, où ils nous font voir qu'il y a aujourd'hui
un vrai besoin en main-d'œuvre. Et le dire à la jeunesse guadeloupéenne, c'est une opportunité pour nous, nourrir et la population, nous, de s'intéresser aussi à cette filière-là. Et maintenant, je reçois sur ce plateau Josué Duzon, président de la Ligue de moto de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, Harold. Alors, le 16 janvier dernier, des présidents de clubs de moto nous alertaient donc sur des dysfonctionnements au sein... le 13. Le 13 ? Nous, c'était par rapport à la diffusion du reportage, comme c'était le 16. Justement, donc ils nous alertaient sur des dysfonctionnements au sein de la Ligue. Ils vous tiennent pour responsable de tous ces dysfonctionnements, visiblement. Je propose aux téléspectateurs d'écouter les déclarations qu'ils ont donc faites. Ce soir, je pense qu'on est venu voir plus un état des lieux, savoir qui dirige quoi, qui fait quoi. Est-ce que c'est bien encadré? Est-ce que tout se passe correctement? Est-ce que les décisions sont prises par des gens qui sont vraiment concernés par la moto? L'objectif moteur de cette réunion, c'est afin de mettre la moto sur les rails. Compte tenu au sein de la Ligue, il y a des tiraillements. Aujourd'hui, nous sommes une Ligue de moto de la Guadeloupe où il n'existe pas une commission. Nous avons quelqu'un qui dirige une ligue en solo. Il y a un vice-président, un deuxième vice-président. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de PV de réunion et on fonctionne comme ça. Je suis le premier vice-président, mais il n'y a pas de clarté au sein de la Ligue puisque nous ne sommes pas au courant. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant avec quelques membres qui sont plus ou moins de l'opposition à la Ligue. Nous, on n'est pas au courant du tout de ce qui se passe à la Ligue. Alors donc, on ne peut pas concevoir travailler avec des gens qui prennent des décisions. Même les demandes de subvention, on ne se voit pas, le comité directeur ne se réunit pas. Donc il faudrait que les choses changent. Il faudrait que, voilà. La Ligue est faite pour pouvoir rassembler le motard. Et là maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que ce n'est pas fait du tout. Du tout. La Ligue n'est pas représentative du monde de la moto réelle en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, j'ai réuni quelques présidents de club et quelques personnes qui sont intéressées à faire avancer la moto, que ce soit dans le monde des loisirs ou que ce soit dans le monde de la compétition. Nous arrivons à quelque chose, une espèce de délation où le président, je le dis, affiche certains présidents de clubs ou d'associations pour les discréditer, dont je suis la victime. Voilà. Donc maintenant, nous sommes en train de se réunir pour voir comment nous allons pouvoir arrêter cette hémorragie, parce que la moto doit avancer, on n'a pas de structure, mais aujourd'hui, tout le monde se plaît parce que nous ne sommes pas dirigés, la Ligue dysfonctionne. Il est temps que nous, Guadeloupéens, responsables, c'est un Guadeloupéen d'ailleurs, responsables, qu'on puisse prendre la moto en charge. Il y a suffisamment de compétences en Guadeloupe pour faire avancer cette discipline d'une autre façon. Alors des présidents de clubs qui vous ont clairement désigné, on parle de tiraillement au sein de la Ligue, du fait qu'il n'y ait pas de commission. Comment expliquez-vous déjà le fait qu'il n'y ait pas de commission au sein de la Ligue de moto? Alors comment dire, il faut savoir que le mandat sur lequel je suis aujourd'hui, je n'y suis que depuis 9 mois, sur normalement un mandat de 4 ans. Donc nous sommes au 3e mandat sur cette Ligue, ça arrive. C'est quand il y a des dysfonctionnements, il y a des mesures qui sont à prendre. Et bon, aujourd'hui, une partie de ce groupe dans lequel j'étais déjà depuis 2020 a pris cette décision de changer. Un président en intérim est passé pendant 3 mois. Et ensuite, il y a une réélection qui est survenue en mars 2022 qui m'a permis aujourd'hui de représenter cette Ligue et sur la confiance des personnes qui ont voulu que ce soit moi qui soit représentant. Chose que j'avais éventuellement prévue pas avant 2024, mais bon, parfois il faut saisir. Voilà. Donc, cette jeunesse, justement, par rapport à cette prise de position, elle entraîne qu'on découvre certains sujets, parce qu'il n'y a pas eu de passation entre l'ancien, qui datait, je crois, d'environ 17 ans. Il y a eu une certaine passation avec celui qui l'a succédé en 2020, et ensuite celui qui a succédé à celui de 2020 en fin 2021, ce qui a duré 3 mois. Il n'y a pas eu de réelle passation. Et puis donc l'intérimaire qui est resté 3 mois, que l'on voit d'ailleurs dans votre sujet, du coup, il n'a pas pu faire non plus de passation à mon niveau, puisque le mandat était trop court pour prendre, entre autres, connaissance de tous les sujets à traiter. Voilà. Donc,
vous arrivez déjà dans des conditions un petit peu particulières. C'est cela. Donc, ça veut dire, quand on part pour un mandat de 4 ans, donc on est élu par un groupe, par les présidents de club. Donc, je dis exactement comment cela se passe. Donc, il y a un appel à candidature, les présidents se positionnent, et ensuite, il y a des élections qui sont faites pour pouvoir permettre d'élire un président. Et celui-ci, il décide de choisir son équipe. Donc, en général, pour que ça représente un peu le plus grand nombre, on prend des membres des différents clubs, par équité, par, je pense, clarté de fonctionnement, et pour représenter le plus possible les différents clubs. Alors parfois, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a 8 membres plus un médecin, donc c'est pas toujours évident de mettre des membres de chaque club. Donc c'est le président avec son comité qui décide à ce moment-là. Donc cette situation fait que, en ayant pris un mandat en cours de route, l'équipe dans laquelle j'étais, c'est pas celle que j'ai personnellement composée. Vous devez faire effectivement avec une équipe qui était déjà un peu en place. Qui était déjà en place. Et ce qui entre autres arrive, c'est qu'un des membres, notamment qui faisait partie donc de cette équipe, a vu son mandat interrompre en tant qu'intérimaire et que quelqu'un d'autre le remplace. Donc c'est démocratique, c'est fait par les règles. Bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, que certains se positionnent en opposition, c'est tout à fait normal. Par contre, ce n'est pas dit, ce n'est pas un empêchement de fonctionner avec eux. Donc je suis là aussi pour écouter lors de les doléances des uns et des autres. Donc on dit justement qu'il y a une espèce de dictature que vous dirigez en solo au sein de la Ligue. Je sais pas, on a fait une réunion lundi dernier, il y avait 5 membres sur 8, donc je pense pas qu'on était en solo. On a pris des décisions, il y avait un sujet, un ordre du jour, on a demandé les points de vue sur certains sujets. Ça a été rédigé sur le PV le jour même, et le secrétaire est chargé de rédiger bien sûr ce PV. J'entends de nombreuses interrogations et nombreux sujets. Vous savez, à un moment donné, quand je vois les personnes qui interviennent dans ce sujet, libre à eux, et je remets pas en question la passion de chacun. Certaines personnes me connaissent et savent que depuis 25 ans, je m'investis dans le milieu sportif moto. J'ai eu la chance de faire des courses en Europe, et c'est ma passion. On en parlera plus tard, tout à l'heure, un sujet avec quelques-uns de nos jeunes champions dans l'émission Sport 10. C'est cette passion qui m'anime aujourd'hui, qui me permet de me dire que j'ai eu cette opportunité. Il faut que je fasse le travail. C'est un moyen pour moi de porter une touche personnelle dans mon pays d'origine, la Guadeloupe. Donc il faut que c'est que la compétition. La compétition, on se relève, on gagne, on est sur le podium, ça fait partie de la vie. Et c'est cet état d'esprit qui m'anime. Donc qu'il y ait des concurrents, des opposants, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas contre la confrontation ? Pas du tout. Si un jour vous avez une ouverture pour organiser une confrontation avec ceux qui veulent débattre avec certains sujets avec moi, je suis tout à fait disponible. Donc vous êtes ouvert au débat contradictoire. Tout à fait. Oh, voilà. Ce qui est chose rare effectivement dans ce pays. Hein. Ceci dit, dans le sujet, pour revenir sur certains points. Alors, certaines personnes, ils se signent libre à eux, président de team, président de Moto Team Z, Moto Team RTL. Je ne veux pas préciser. Bon, monsieur Urbino, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Alors, il faut rappeler qu'à la base, nous sommes une ligue sportive. Donc, on représente d'abord les intérêts de la Fédération française de motocyclisme pour qui nous délègue ses pouvoirs pour organiser le sport dans nos territoires, en Guadeloupe. Donc, on représente ça, et donc on va chercher d'abord la possibilité de mettre en place un terrain éducatif, de mettre des compétitions avec les différentes disciplines, et nous en avons 4. Aujourd'hui, nous en aurons un peu plus pour 2023. D'ailleurs, le calendrier va être affiché tout à l'heure avec lors de Sport 10. Donc, il faut que les jeunes fassent la différenciation. La Ligue sportive, elle doit d'abord s'occuper des intérêts sportifs pour laquelle elle est mandatée, mais sans oublier, bien sûr, la partie tourisme. Mais c'est une partie qui est moindre. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas dire qu'ils ne représentent pas quelque chose, mais il faut leur indiquer comment on peut fonctionner. De vous occuper de la tourisme. Voilà. Donc, c'est expliquer éventuellement ce qu'on peut apporter en tant que ligue, notamment une couverture d'assurance lorsqu'ils font des manifestations, des sorties, etc. Mais notre priorité, ça reste le sport, et de trouver ensuite des moyens des champions en Guadeloupe. Donc, d'ailleurs, on va en recevoir 2 tout à l'heure sur le plateau, et de voir comment, l'après-Guadeloupe, on leur permet d'aller s'exprimer dans d'autres championnats. Donc, on reviendra là-dessus. Vous disiez justement que certaines équipes, on va dire entre guillemets, avec donc des appellations de teams, de choses comme ça,
mais en fait, ce ne sont pas, ce que vous voulez dire, ce ne sont pas des associations sportives à proprement parler. Tout à fait. En fait, dans le sens où, en fait, pour représenter la Ligue et donc la Fédération française de motocyclisme, il faut être affilié. Et chaque année, l'association qui est déclarée demande son affiliation à la Ligue, qui analyse son dossier, et ensuite, donc, il est transmis à la Fédération, et la Fédération valide suivant ce circuit. Et c'est cette affiliation qui permet à un président ou un membre de ce club de venir officiellement parler de ce sujet ou contacter un président ou contacter un membre et d'avoir le droit officiellement. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Est-ce que quand vous tenez ce discours-là, parce qu'il dit justement que vous les discréditez en tant que président de club, donc est-ce que ça n'envenime pas un peu le dialogue de dire ça comme ça? Alors, je ne cherche pas à discréditer, comme vous savez, vous connaissez bien le système de fonctionnement, notamment sur les réseaux sociaux. J'entends moult versions de différentes choses néfastes au sport. Moi, je suis là pour développer les sports, apporter cet amour de cette discipline qui m'a tant été donnée, et aujourd'hui, apporter cet amour aux plus jeunes qu'on forme au terrain éducatif et qu'on amène un peu plus haut. Okay? Donc, moi, les gens qui ont une appellation de moto-team, mais qui n'ont pas d'affiliation, ça peut être moto-team de motoclub, de joueurs de pétanque. Il faut que ça soit une affiliation officielle pour qu'on puisse tenir compte à un moment donné des doléances. Parce que, malheureusement, quand on veut entrer dans une ligue, c'est pas par des discours néfastes, c'est pas par autant de tapage, je pense qu'on y arrive, notamment en prenant des éléments qui sont confidentiels et internes à une ligue pour les diffuser comme ça sur les réseaux et en faire la promotion, ou même être auprès de certains représentants de l'État, comme j'ai vu la dernière fois sur le circuit, alors que moi-même, par exemple, je n'y étais pas prévu et convié à cette réunion, ou en tout cas informé. Donc moi, quand je vois ça, je me dis non, il faut que les médias comprennent qu'il y a un rôle important à jouer pour que les ligues soient respectées, pour que les clubs soient respectés, la fédération soit respectée, et que tout ça s'inscrit dans un ordre bien défini. Voilà, on est officiel pour pouvoir parler d'un sujet lorsqu'on intègre la déontologie, l'éthique qui incombe à ce sport et aux disciplines diverses qui sont régies par les ligues. Voilà. Est-ce que vous pensez pouvoir ramener plus de sérénité justement au sein de la Ligue ces prochains mois? Je l'espère bien parce que je suis quelqu'un d'ouverture. Je ne suis pas quelqu'un d'obtus. La vie m'a appris beaucoup de choses. Il faut avoir une certaine humilité dans la vie. On passe tous par des coups durs et le sport, c'est un moteur qui nous permet justement en tout cas dans mon cas, et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi en tant qu'éducateur, c'est cet amour de quelque chose ou cette impulsion qui permet de rassembler, comme certains tiennent à le dire, mais pas forcément en faisant des polémiques, notamment néfastes sur les réseaux, parce qu'on est une petite discipline. Il faut que je le rappelle que notre ligue, c'est un nombre restreint. Beaucoup de structuration. Il y a voilà. Donc ça prend du temps, mais voilà. En ayant de la volonté, en rassemblant les gens, en discutant avec eux, en leur expliquant vraiment, on ne peut pas, par exemple, rouler sur la route sans permis de conduire. Donc on ne peut pas accéder à un terrain fédéral sans avoir une licence adéquate, prise dans un club affilié à la fédération. Parce qu'on n'a pas la couverture d'assurance et donc on met à défaut ma responsabilité pénale. C'est ça il faut que les gens ils comprennent ça aujourd'hui. Voilà. Et il est hors de question, évidemment, que vous vous exposiez ou que vous exposiez la Ligue à quelconque attaques externes. C'est déjà malheureusement arrivé dans le passé et aujourd'hui, je veux en tout cas rompre avec ce fonctionnement pour expliquer que j'ai une responsabilité pénale, j'ai une responsabilité envers nos licenciés, envers les clubs. Donc, je ne me mettrai pas en risque à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Et Josué Duzon, je le rappelle, président de la Ligue de moto de Guadeloupe, d'être venu sur ce plateau ce soir, répondre donc à la polémique lancée par des présidents de clubs de moto le 13 janvier dernier. C'est un sujet donc qu'on avait diffusé le 16 janvier ici à Canal 10. Merci encore. Merci. Et on se rend maintenant à Saint-Claude pour la cérémonie des vœux de la Chambre de métiers d'artisanat de Guadeloupe au personnel. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter nos vœux aux administratifs de la Chambre de métiers de l'artisanat. Donc, nous avons convié tout le personnel à l'Huma des Marais pour leur souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Donc, je dirais donc des vœux de santé, de prospérité et surtout que la Chambre de métiers puisse, je dirais, rayonner dans l'économie de la Guadeloupe.
Donc ça fait 15 mois que nous sommes à la tête de l'institution et que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, donc nous avons quelques petits problèmes de trésorerie, mais le budget 2023 a été approuvé sous réserve par le préfet, mais a été approuvé. Donc nous sommes dans une bonne dynamique avec un petit excédent de 90 000 euros et puis un budget d'investissement qui avoisine les 600 000 euros. Donc nous sommes dans la bonne dynamique. Il y a encore pas mal à faire, il y a beaucoup à faire. Mais nous axons beaucoup sur l'apprentissage et nous sommes déjà quasiment à 550 apprentis aujourd'hui et nous voulons accroître cette montée en puissance au niveau des apprenants et notamment des apprentis. Donc nous sommes au travail et l'équipe est là. Donc aujourd'hui, quasiment la totalité du personnel est avec nous, hein, sauf quelques personnes empêchées, mais sinon tout le monde est là avec quelques élus. Donc nous sommes très très fiers de présenter nos vœux 2023 au personnel. Donc nous essayons et nous y arrivons, je pense, pas mal à redresser la situation de la Chambre de métier. Aujourd'hui, nous avons changé de paradigme pratiquement puisque nous sommes passés à un budget qui était quasiment que de fonctionnement. Aujourd'hui, un budget aussi d'investissement de plus de 600 000 euros, ce qui fait que nous sommes sur une voie de reconstruction et une voie de la réussite, puisque demain, quand la Chambre de métier ira mieux, ce sont les artisans guadeloupéens et la Guadeloupe de manière générale qui ira mieux. Juste pour dire et féliciter les salariés de la Chambre de métier et souhaiter à tous les artisans de la Guadeloupe une bonne et heureuse année, de leur souhaiter plein de bonnes choses pour eux et pour leur famille et qu'ils puissent s'accomplir en cette année 2023. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Malheureusement, on ne peut pas vous diffuser la distribution de paniers bio qui a été effectuée à Goyave aujourd'hui. On reviendra dessus en début de semaine prochaine. En tout cas, les actions de solidarité se poursuivent sur la commune de Goyave. Passez en tout cas une bonne soirée à l'écoute des programmes. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, vous retrouverez Richard Etienne et Séverine Méridan pour Sport 10. Ils parleront entre autres de moto. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Bisous tout le monde.